Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour cette nouvelle matinale de l'info avec une actualité chargée pour ce mardi matin. On va commencer bien sûr avec l'Union européenne qui a choisi de reconduire les sanctions contre le régime de Bachar al-Assad. L'Union européenne qui reconduit ces sanctions et qui pourtant toujours refuse de livrer des armes aux rebelles. On y verra plus clair dans quelques instants. On parlera aussi du Bahreïn, c'est la révolution ratée de ce printemps arabe. Le Bahreïn qui n'a pas réussi sa révolte contre la monarchie sunnite. Et puis du coup aujourd'hui les manifestations se multiplient, mais il faut le dire, il faudra éclaircir les raisons qui ont conduit à l'échec de cette révolution d'il y a déjà 2 ans, à l'époque où celle de Mouammar Kadhafi, pour la chute de Mouammar Kadhafi, avait également commencé. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons de l'Institut français à Tel Aviv, Roselyne Derry, pour parler littérature israélienne. Mais avant cela, bien sûr, les titres de l'actualité, c'est avec vous, Elsa Mimoun. Bonjour. Bonjour Myriam. Alors aujourd'hui, la Syrie, bien sûr, l'Union européenne reconduit son embargo contre le régime de Bachar al-Assad, mais reste très frileuse en ce qui concerne la livraison d'armes aux rebelles. Exactement, donc les États membres de l'Union européenne ont reconduit lundi pour 3 mois les sanctions infligées à la Syrie, mais ont accepté d'amender l'embargo sur les armes pour permettre l'envoi de matériel non offensif et une assistance technique pour la protection des civils. Cette décision prise lors d'un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est le fruit d'un compromis entre la Grande-Bretagne, qui militait depuis des semaines pour un assouplissement de l'embargo en faveur des rebelles et d'autres États membres hostiles à des livraisons d'armes. L'assistance technique et la protection des civils sera plus aisée, c'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, sans préciser la nature exacte de cette aide. Le président Bachar al-Assad s'est dit certain de la victoire de ses troupes contre les rebelles, au moment où Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête de l'ONU, a demandé que la justice internationale soit saisie des crimes de guerre commis en Syrie. Sur le terrain, les rebelles continuent leur avancée vers l'aéroport d'Alep et la base aérienne militaire de Nerab, attenante selon une ONG syrienne et une source militaire, les loyalistes bombardant les zones insurgées dans ce secteur du nord du pays. Le Premier ministre tunisien a déclaré que les principaux partis politiques tunisiens n'avaient pas réussi à s'accorder sur la formation d'un nouveau gouvernement de coalition. Ahmadi Djebali a également évoqué la possibilité d'une autre forme de compromis sur la composition du gouvernement. Celle-ci pourrait intervenir dans les tout prochains jours, reportant ainsi une nouvelle fois le calendrier du remaniement. Le Premier ministre n'a cependant pas démissionné alors qu'il avait promis de le faire si son projet échouait. Il a indiqué cependant qu'il rencontrerait mardi le président Monsef Marzouki pour parler des étapes à venir en vue de trouver un consensus autour d'une autre solution. Plus d'1 an après son arrestation, Laurent Gbagbo fait face à la Cour pénale internationale à partir d'aujourd'hui. Durant cette audience de confirmation des charges qui doit s'étaler sur 8 jours, les juges doivent déterminer si les preuves sont suffisantes en vue d'un procès pour crime contre l'humanité. L'ancien président de la Côte d'Ivoire est accusé d'avoir une responsabilité dans les meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains qui se sont déroulés dans son pays après l'élection présidentielle de 2010, des faits passibles de la prison à perpétuité. Le groupe islamiste Ansarut, lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'enlèvement des 7 étrangers dans le nord du Nigeria. L'enlèvement des 7 étrangers, donc 4 Libanais, un Grec, un Italien et un Britannique, a eu lieu dans les locaux de Cetraco, une entreprise du bâtiment dans la ville de Djamaré. Il s'agit du plus important enlèvement de ressortissants étrangers dans le nord du Nigeria à majorité musulmane, en proie à une insurrection islamiste depuis 2 ans. Après 2 mois d'absence, Hugo Chavez a de nouveau créé la surprise en annonçant lundi matin via son compte Twitter son retour au Venezuela sans dissiper les incertitudes sur son avenir politique. Atteint d'un cancer, il était hospitalisé jusqu'à présent à Cuba. Ce retour inopiné, célébré bruyamment par des partisans à Caracas et accompagné de messages de prompt rétablissement émanant de pays amis, ne permet pas pour l'heure de deviner quelle solution politique et constitutionnelle envisage le gouvernement pour assumer le pouvoir. Le Premier ministre britannique David Cameron est arrivé lundi dans la capitale financière de l'Inde, Bombay, pour tenter de doper les échanges économiques. Une visite qui survient en plein scandale de corruption portant sur des hélicoptères conçus en Angleterre et vendus à l'Inde. Lors d'une allocution dans une usine du groupe de produits de grande consommation, partiellement détenu par le groupe anglo-néerlandais Unilever, David Cameron a estimé de son côté que la montée de l'Inde va être l'un des grands phénomènes de ce siècle. Le Royaume-Uni veut être votre partenaire. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique.
Le chef politique du Hamas à Gaza, Khaled Meshal, a rencontré le Premier ministre turc Erdogan. Cet entretien a eu lieu dans le cadre d'une visite officielle de représentants du Hamas en Turquie. Les deux dirigeants se sont entretenus sur la question palestinienne et les bouleversements en cours dans la région. Barack Obama sera le premier président américain en exercice à recevoir la médaille présidentielle israélienne des mains du chef de l'État, Shimon Peres, lors de sa visite le mois prochain en Israël. C'est ce qu'a annoncé lundi le bureau du président de l'État juif. Le président Obama a apporté une contribution unique et significative pour renforcer l'État d'Israël et la sécurité de ses habitants. Cette médaille présidentielle est accordée à des individus ou des organisations qui ont apporté une contribution notamment à la société israélienne et à l'image d'Israël dans le monde. Les tractations politiques sont-elles dans l'impasse? C'est en tout cas ce que semble croire aujourd'hui Naftali Bennett du parti Abeit HaYehudi. Le Likoud, de son côté, affirme que les discussions sont toujours en cours. Éclaircissement dans ce reportage. C'est le blocage. 3 semaines après avoir débuté, les négociations sur la composition du nouveau gouvernement israélien sont dans l'impasse. En cause, l'alliance entre le leader centriste Yair Lapid et le chef de file des nationaux religieux Naftali Bennett. Contre nature, selon certains, elle est plus solide que prévu. Chacun des deux politiciens a assuré qu'il ne rentrera pas sans l'autre au gouvernement. Les deux partis totalisent 31 sièges qu'il serait difficile d'ignorer pour la prochaine coalition. Problème, Yair Lapid ne veut pas des partis orthodoxes au gouvernement. Or, Benjamin Netanyahou, soucieux de ménager ses alliés traditionnels, n'envisage pas de coalition gouvernementale sans le Chass et le Yahadut HaTorah. Face à cette situation, le Premier ministre et le Likoud envisageraient, selon les médias israéliens, de signer un accord de coalition avec les orthodoxes et les partis de Tzipi Livni et de Shaul Mofaz. 57 sièges en tout, 4 de moins que la majorité requise. Naftali Bennett aura alors le dos au mur, soit il rejoint la coalition, soit il provoque des élections anticipées au risque de faire perdre son camp politique, celui de la droite. Pas de quoi inquiéter, le duo Lapid-Bennett, chacun de son côté, les deux politiciens ont affirmé ce lundi que les négociations de coalition étaient encore loin d'aboutir. Benjamin Netanyahou a jusqu'à la mi-mars pour rassembler sa coalition. Et on termine avec cette affaire qui fait grand bruit. L'athlète handisport sud-africain Oscar Pistorius doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal de Pretoria pour le meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp. Le parquet a indiqué qu'il entendait retenir la préméditation contre Pistorius, déjà inculpé de meurtre. Depuis vendredi dernier, ses avocats vont demander sa libération sous caution, même si les chances de voir cette requête acceptée semblent minimes. Effectivement, des chances très minces pour cet athlète qui aura déçu beaucoup de ses supporters. On attend les conclusions de l'enquête. Merci pour ces explications, Elsa Mimoun. Maxime Pérez, bonjour. Bonjour Myriam. Vous êtes notre spécialiste défense en Israël et dans l'ensemble du Moyen-Orient également. Et on va se plonger avec vous sur une révolution ratée finalement. C'est celle du Bahreïn. Alors à quelques jours tout juste où on a fêté la chute des 2 ans de Muammar Kadhafi, eh bien les yeux se tournent également vers le Bahreïn avec une révolution cette fois-ci qui a échoué. Alors on le sait, il y avait eu plusieurs dizaines de morts. Les tanks saoudiens avaient rapidement mis fin à cette tentative de libération de la population locale. Et pourtant aujourd'hui, les manifestations sont de retour. Absolument, la population chiite qui est à l'origine de ce soulèvement contre le pouvoir sunnite, car Bahreïn est une île qui est majoritairement peuplée de chiites, mais qui est dirigée par une dictature sunnite. Eh bien, ils se soulèvent régulièrement, notamment à chaque anniversaire de cette fameuse révolte. Une révolte qui a commencé en février 2011, au moment de la chute en Égypte d'Hosni Moubarak, peu de temps donc après aussi la fuite de Ben Ali en Tunisie. Donc réellement dans un contexte de soulèvement dans les pays arabes, mais évidemment la révolte a été rapidement menée. Elle a bénéficié d'une intervention, vous l'avez souligné, étrangère. Les troupes saoudiennes sont intervenues avec près de 4000 hommes au plus fort de la révolte. Donc et puis surtout, aujourd'hui, on sait parfaitement identifier les raisons de l'échec de cette révolution au Bahreïn. Oui, et cet échec est d'autant plus perceptible qu'il est lié aussi à des enjeux régionaux. La grande crainte en fait de l'Arabie Saoudite, et c'est pour cette raison qu'elle a fait intervenir son armée il y a 2 ans, c'est de voir la monarchie sunnite renversée au Bahreïn et de voir à ses portes, à la place, un pouvoir chiite soutenu par l'Iran. L'Iran qui avait d'ailleurs soutenu cette révolution. Ouais, historiquement, il faut savoir que Bahreïn a été dirigé jusqu'au XVIIIe siècle par
par un pouvoir perse, que celui-ci a été renversé, mais que jamais l'Iran depuis n'a abandonné ses revendications sur Bahreïn. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Mahmoud Ahmadinejad en personne, le président iranien, avait menacé Bahreïn d'une intervention militaire en cas de répression trop accrue. Il y a réellement, Bahreïn est vraiment au cœur d'enjeux géopolitiques régionaux. Je peux citer également hier la ministre de l'Information bahreïnie qui avait accusé l'opposition d'être liée directement au Hezbollah chiite. Elle avait même qualifié le Hezbollah de milice terroriste. C'est pour vous dire à quel point il y a un enjeu crucial dans ce conflit social. Et c'est sans doute la prééminence de l'Iran. Mais au-delà de ce conflit entre sunnites et chiites, entre Arabie Saoudite et puis l'Iran, bien sûr, on a aussi un petit peu l'impression que finalement ce sont les puissances occidentales qui tirent toutes les ficelles et que les États-Unis, un peu comme les Russes en Syrie aujourd'hui, n'avaient pas si facilement envie de renoncer à ce qui est aujourd'hui une base militaire de première importance pour eux. Absolument. Bahreïn abrite la 5e flotte américaine. Au total, 1500 soldats américains qui sont en charge d'assurer la sécurité des convois pétroliers qui sont acheminés depuis le Golfe vers les États-Unis. Il y a également des systèmes de radar avancés qui servent à la détection de missiles, d'éventuels missiles d'ailleurs iraniens, si ceux-ci étaient tirés vers, par exemple, Israël ou vers la région, vers le continent européen. Et c'est pour cette raison que les États-Unis ont fermé les yeux, comme d'autres pays de la communauté internationale, parce que cette peur de l'Iran, elle n'est pas seulement celle de l'Arabie saoudite et du pouvoir bahreïnien sunnite, elle est également celle de l'ensemble de la communauté internationale. Réellement, Bahreïn est une île aujourd'hui qui est déchirée entre d'un côté l'Iran, ils sont évidemment séparés par la mer, et de l'autre, sur sa partie orientale, l'Arabie saoudite. Alors finalement aujourd'hui le Bahreïn cherche, on le voit bien, à tenter de réveiller un petit peu cette révolution. Il y a en tout cas des intentions de ce type sur cette petite île. C'est à la source des manifestations de ces derniers jours, mais quelles sont les chances de ces manifestations de devenir une véritable nouvelle révolution? Et puis quelles seraient les chances d'une telle révolution d'aboutir aujourd'hui? Les chances sont relativement faibles dans la mesure où la population chiite qui s'est rebellée il y a 2 ans n'a pas su profiter finalement du vent de révolte qui a secoué le monde arabe. Et aujourd'hui, 2 ans après, on voit mal quel ressort permettrait à cette minorité d'affirmer et d'obtenir gain de cause dans cette lutte. La communauté chiite, en fait, revendique aujourd'hui une égalité des droits. Elle est discriminée, elle n'a pas accès à certaines fonctions publiques, elle n'a pas accès, ces jeunes n'ont pas accès à l'enseignement supérieur, ils vivent pour la plupart dans une pauvreté extrême, et il faut savoir que les chiites représentent 70 à 80% de la population du Bahreïn, mais aujourd'hui il est vrai qu'on ne voit pas, le contexte international n'a pas changé, la perception de l'Iran et pour la communauté internationale et pour l'Arabie saoudite reste toujours celle d'une puissance hégémonique, menaçante pour la région, et c'est pour cette raison qu'on voit mal aujourd'hui, encore une fois, comment la minorité chiite au Bahreïn pourrait obtenir gain de cause et insuffler un nouveau souffle à cette révolution oubliée, comme vous l'avez dit. Alors on attend toutefois certaines surprises. On a bien vu qu'en Syrie, Bachar al-Assad, il ne lui suffit pas d'avoir la Russie avec lui pour mater la révolution rebelle. Et de façon plus générale, on a envie de faire tout de suite ce parallèle entre le Bahreïn et cette tentative d'influence de l'Iran sur cette petite île face à l'Arabie saoudite, avec ce que l'Iran finalement a fait avec la Syrie et le Liban en faisant ses satellites du Moyen-Orient. Absolument, l'Iran, en tout cas, Bahreïn n'est pas encore un satellite de l'Iran, car il y a l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite qui utilise Bahreïn réellement comme un protectorat. Le Bahreïn est complètement dépendant aujourd'hui du pétrole saoudien. Il y a des intérêts aussi économiques en jeu. Mais l'Iran ne parvient pas pour l'instant à étendre tout à fait son influence sur Bahreïn. L'opposition aussi bahreïnie, pour justement ne pas perdre tout à fait sa crédibilité, dément avoir des liens, que ce soit avec la République islamique ou avec le Hezbollah. Elle parle réellement de revendications sociales à chacune des manifestations, davantage d'accès à des professions de la haute fonction publique, à l'éducation, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais effectivement, il est clair que l'Iran menace. L'Iran n'a pas tout à fait abandonné ses revendications sur cette île, et il est fort à penser qu'en cas d'accélération des événements ou de détérioration de la situation au Bahreïn, l'Iran saura en profiter comme elle a su le faire au plus fort de la guerre civile libanaise dans les années 80. Et même aujourd'hui en Syrie. Alors en tout cas une situation que sans doute l'Arabie saoudite comme les États-Unis suivent de très près aujourd'hui. Merci pour vos explications, Maxime Pérez.
Et puis on va passer tout de suite à la seconde partie de cette émission avec notre deuxième invité du jour et c'est vous, Roselyne Derry. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous arrivez tout droit de l'Institut français à Tel Aviv et vous êtes là pour nous parler de littérature israélienne. Alors on le sait, l'Institut français aujourd'hui, son rôle c'est un petit peu de créer ce pont qu'on cherche tant à créer entre les cultures françaises et israéliennes. Et pour cela, la littérature a un rôle clé, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le livre, je pense que le livre est au centre de la coopération entre deux pays en général, entre la France et Israël en particulier, puisque nous en parlons maintenant. Et le livre étant, pour moi, l'outil d'influence, en fait, par excellence. Donc là, maintenant, je sais que cette rencontre donc, fait suite à la foire internationale du livre de Jérusalem qui vient de se tenir à Jérusalem, la 26e édition. Et je sais que dans ces studios, vous avez reçu effectivement pas mal d'écrivains français qui étaient invités. Que nous avons notamment pu recevoir grâce à votre action. C'est un petit peu ça le rôle de l'Institut culturel aujourd'hui, de faire connaître Israël et de provoquer ces échanges avec des livres mais aussi avec des auteurs ? Oui, bien sûr, ça fait partie de... C'est-à-dire c'est un des axes, on va dire. C'est-à-dire l'Institut français d'Israël travaille sur différents domaines, pas seulement sur le livre. Bon, moi, personnellement, je suis en charge de ce domaine. Mais pour parler donc plus précisément de ces écrivains que nous avons invités, si vous voulez, l'Institut français, le rôle de l'ambassade et des instituts, pas seulement françaises, sur cette foire internationale, c'est d'avoir une visibilité. Donc, effectivement, c'était d'amener les meilleurs, enfin, on essaye, disons, les meilleurs de nos écrivains pour rencontrer le public israélien. Maintenant, alors, dans ce cas... Le Festival international du livre, on vient d'en parler. Et puis là, c'était Livre en scène. Oui, c'était en 2012 également. Et c'était une autre de vos initiatives, mais qui concernait plus spécifiquement le public français et israélien. Tout à fait, tout à fait. Livre en scène fait partie un peu de ces initiatives de mettre en dialogue les deux littératures. Parce que c'est ainsi qu'on en profite, et du côté israélien et du côté français. C'est de les mettre en dialogue. Donc ici, le principe est extrêmement simple, en fait, bien qu'inédit. C'est de demander, d'inviter donc, des acteurs français à lire, donc sur scène, sur la scène du Camry en l'occurrence, du théâtre Camry en l'occurrence, de lire des extraits d'ouvrages, de romans d'auteurs israéliens qui ont été donc traduits en français avec le surtitrage de la langue originale sur la scène, et puis en écho, si vous voulez, ou en regard comme ça, les acteurs israéliens qui lisent des extraits d'auteurs français qui ont été traduits en hébreu. Alors cette initiative, finalement, elle fait écho à un succès déjà affirmé de plusieurs auteurs israéliens sur le sol français. Il y a de nombreux ouvrages qui ont été traduits et les lecteurs français ont accroché avec plusieurs de ces auteurs. Alors on peut citer par exemple Avrami Yoshua ou encore David Grossman. Qu'est-ce qu'avaient ces auteurs, selon vous, pour plaire au public français spécifiquement ? Je pense que pour bien comprendre cela, je pense que la littérature israélienne a été moyennement traduite jusque dans les années 80, non pas en raison de la qualité de la littérature israélienne, mais simplement en raison aussi d'une volonté politique française en matière de traduction, en général, des langues étrangères en général, pas spécifiquement sur la littérature israélienne. Donc à cette époque, on va dire que jusque dans les années 90, comme ça, étaient connus un peu les ténors, les trois ténors que vous avez maintenant cités, c'est-à-dire Amos Oz, Alevet Yehoshua et David Grossman, Meir Shalev aussi d'ailleurs. Puis est venu un petit peu après Aaron Appelfeld. Mais ce qui a fait évoluer véritablement la connaissance et la production, en fait, de cette traduction de littérature israélienne en France, je crois que c'est un événement qui s'est produit en 2008. Le Salon du Livre de Paris, en 2008, où la littérature israélienne était l'invité d'honneur. Donc là, Paris a invité 40 écrivains israéliens. Et je pense que c'est ça qui a tout changé. Si vous voulez, alors on sait bien qu'on veut toujours dissocier la culture de la politique, mais là on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas aussi une volonté politique en mettant l'invité Israël en invité d'honneur lors d'un tel salon. Ou bien est-ce que vous y voyez une véritable reconnaissance de la qualité de la littérature israélienne ? Je pense que c'est ce qui a... Je pense qu'en fait, ça a été le résultat. C'est-à-dire, on peut s'accorder sur cette chose. On peut dire, bien sûr,
Bien sûr que lorsque l'on reçoit David Grossman ou qu'on reçoit Amos Oz ou Aleph Bet Yehoshua en France, on va parler de leurs livres, mais on va beaucoup parler de politique. C'est évident. Ce sont des personnes d'abord engagées dans le processus de paix, on le sait, ce sont les fondateurs de Shalom Archav. Ils ont travaillé à l'initiative de Genève et ils continuent aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il y a cette facette politique qui est même centrale, on va dire. Simplement, ce qui a changé justement avec cette invitation, vous savez que lorsque une littérature est invitée au Salon du Livre de Paris, quel est l'intérêt finalement? L'intérêt, c'est de pousser les éditeurs français à traduire donc beaucoup plus d'ouvrages du pays invité. C'est ce qui s'est passé en 2008. Pas moins de 40 titres ont été publiés seulement en 2008, justement de l'hébreu en français, justement pour recevoir ces écrivains. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'on a découvert pas seulement Israël à travers justement le prisme du conflit, mais un Israël, c'est-à-dire un pays, je dirais, alors avec des gros guillemets, comme les autres, ça veut strictement rien dire à mon avis, mais je veux dire un pays où aussi il y a des histoires, comme on peut en trouver partout. On a découvert Zrouya Shalev qui va parler du couple. On a découvert Boris Zeidman qui a parlé de son émigration de Russie. On a découvert Lisa Doron qui parlait de sa mère, etc., etc. C'est-à-dire donc on a découvert des. Est-ce qu'il y a un autre selon vous aujourd'hui qui a réussi à donner une meilleure image de cette culture israélienne ou qui l'identifie plus qu'un autre? À choisir. Je dirais pas meilleure image, pas du tout. Je dirais pas ce mot-là. Je pense que c'est impropre. Je dirais simplement que ça a donné des multiples facettes de la littérature et par là même de la société israélienne. C'est ça la grande réussite, je crois. Je crois que la littérature, par rapport à la question que vous me posiez au tout début, la littérature, qu'elle soit française ou israélienne, puisque nous parlons de ça, mais je pense la littérature en général, c'est ce qui permet, en fait, cette porte ouverte sur l'autre, et donc qui permet effectivement ce dialogue entre, là pour le coup, c'est, je pense, une pièce centrale de la coopération entre la France et Israël, autant dans le sens de la traduction de l'hébreu et dans le sens de la traduction du français vers l'hébreu. Alors dans l'autre sens, cette fois-ci de Paris à Tel Aviv, il y a une loi que vous avez tenté d'importer ici, ça a été un de vos combats ces derniers temps, oui. C'est la loi pour le prix unique du livre et vous y êtes quasiment parvenu, vous avec bien sûr tout le lobby qui vous entourait. Presque. La loi sur le prix unique du livre, vous le savez, c'est une loi donc, qui a été mise en place en 1981 par Jacques Lang, sous le premier mandat de Mitterrand. Et c'est une loi, en fait, qui est essentielle dans le dispositif français en matière de protection du livre. Puisqu'elle permet... Enfin, le sens est extrêmement simple, en fait. C'est une des lois les plus courtes, d'ailleurs, de l'appareil français en matière de loi. Elle comporte, je crois, moins de 10 articles. C'est très simple. C'est en fait, l'éditeur fixe le prix du livre, le prix de vente du livre, qui est donc posé sur le livre, sur la couverture du livre. Et ce prix-là ne peut absolument pas être modifié pendant les 2 premières années de la publication du livre. Bon. Donc, l'objectif, finalement, c'est une démocratisation supplémentaire de la lecture, un accès plus facile à l'achat de ces œuvres? Alors, le sens, il est simple. C'est tout simplement donner une chance, finalement, à tous les livres, en fait. Vous savez, le livre, on peut partager la vente du livre à 2 vitesses. Il y a la vitesse, j'appellerais ça, on appelle ça la vente, les produits à rotation rapide et les produits à rotation lente. Les produits à rotation rapide, ce sont les guides, les livres de cuisine, les best-sellers, etc. Et à rotation lente, ce sont des livres de création plus originale, ou les livres de poésie, ou les livres d'auteurs qui ne sont pas encore connus, etc. Et l'édition, c'est en fait un équilibre entre ces deux produits, entre ces 2 sortes de livres qui permettent en fait donc la loi sur le prix unique du livre a permis de donner une chance à chaque livre, donc chaque auteur, et surtout a permis aussi, et c'est extrêmement important, la vie, la création, et puis surtout la protection des librairies indépendantes. Et en Israël, où on en est aujourd'hui? Alors, en Israël, si vous voulez, comment ça s'est passé? C'est que lorsque j'ai commencé à m'intéresser, mon travail, moi, c'est de promouvoir la traduction de la littérature française en hébreu. Donc c'est vraiment la base de ma mission. Et lorsque j'ai commencé à regarder, en parlant avec les professionnels israéliens, j'ai commencé à voir que les livres qu'on soutenait, en fait, n'étaient pas vendus. C'est-à-dire que je ne les voyais pas dans les librairies. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc c'est à partir du moment où j'ai vu que les traductions
était très très peu, n'arrivait pas jusqu'au public. Israël est un pays, Israël est un pays au niveau du marché du livre qui est ainsi conçu par un duopole de la distribution. C'est-à-dire qu'on a 2 chaînes de librairie, la chaîne Stematsky et la chaîne Tzomeh Sfarim. Donc l'objectif de cette loi, c'était de briser ce dernier monopole. L'objectif de cette loi, il y a aucune loi de régulation sur le marché du livre en Israël, il n'y a aucune loi de régulation sur aucune industrie culturelle en Israël. Donc, cette loi, qui j'espère bien va être votée, ça a été extrêmement compliqué effectivement à mettre en place, cette loi prend exactement le même sens, si ce n'est qu'au lieu de 2 ans, ce sera 18 mois dans le cadre israélien. Mais en Israël, c'est rajouté une autre composante qui est essentielle, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur dans ce sens où la loi comporte en fait deux principaux axes. Le premier axe, comme je l'ai dit, donc le prix unique du livre pendant 18 mois. Et le deuxième axe, c'est d'assurer à un auteur un minimum de droits d'auteur à partir du prix public du livre, à partir du prix de vente. Alors Roselyne Derry, pour conclure, parce qu'il ne nous reste que quelques secondes, finalement, vous attendez la finalisation de cette loi par la prochaine Knesset ? Voilà, normalement tout est prêt. Le texte est passé en première lecture, d'ailleurs de manière massive, et nous espérons, normalement c'est sur l'agenda dès la création de la prochaine Knesset. Merci d'avoir été avec nous, merci pour ces explications. Et puis avant la fin de cette émission, un reportage, ce sera le 1er mars, le marathon de Jérusalem pour sa 3e édition après Paris et New York. Jérusalem s'y est mise également. Nir Barkat est un des fans, il faut dire, de ce sport. Reportage sur le futur parcours. À vos baskets, la 3e édition du Marathon de Jérusalem, c'est le 1er mars prochain. Après Berlin, New York, Paris ou encore Londres, la ville 3 fois sainte organise sa propre course. Un parcours de plus de 40 km selon un itinéraire méticuleusement choisi en tenant compte notamment des conditions topographiques de la ville assez complexes. Beaucoup de montées mais autant de descentes. Les participants savent qu'ils n'ont pas la tâche facile mais la motivation est au rendez-vous. Le maire Nir Barkat nous en dit un peu plus sur l'événement et les motivations qui l'ont poussé à l'organiser. En fait, j'ai couru plusieurs marathons internationaux, celui de Paris notamment il y a 7 ans, et j'ai beaucoup apprécié. Nous en sommes à notre 3e édition concernant le marathon de Jérusalem. Le circuit passe par les plus beaux points de vue de Jérusalem dans la vieille ville et en dehors. C'est un véritable challenge physique mais aussi spirituel. Le parcours choisi raconte aussi l'histoire de la ville. Le circuit part du musée d'Israël, passe ensuite par le quartier de Mamilla, fait le tour des murailles de la vieille ville et enfin traverse les quartiers est de Jérusalem. Le marathon de Jérusalem est désormais dans le top 10 des marathons internationaux. Chaque année, le nombre de participants s'agrandit et j'espère que cela va continuer. Jérusalem est une ville très vallonnée, donc il faut apprendre à aller doucement dans les montées et lâcher prise dans les descentes. Panorama splendide garanti, 17 000 coureurs attendus venus de 53 pays différents. My name is Violetta Kruisa, I am from Poland. My name is Sonja Landwehr, I'm from Germany. My name is Andrew Kilons from Kenya. My name is Kurt Raub, I'm Swiss. I'm Betty and I'm from Germany. I'm from Nanterre. Les volontaires se lancent en connaissance de cause. L'hiver est encore là dans la capitale de l'État juif. Pas une simple course à pied donc pour ces participants puisqu'ils s'apprêtent à partir à la découverte d'une ville riche, mystérieuse ainsi que des sites mythiques et historiques. Une image de Jérusalem dépolitisée telle que seul le sport avait une chance de l'offrir. Voilà, les résultats des courses, ce sera donc pour le 1er mars. Bien sûr, on en reparlera sur cette antenne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et puis la suite de l'information, c'est toujours sur GuiSeine TV dans quelques instants.